Je leur réponds ceci. Tous ceux qui raisonnent ainsi sont des malhonnêtes. Tous ceux ou toutes celles qui raisonnent que Gbagbo a fait 10 ans sans rien faire sont des malhonnêtes. Et j'explique pour dire qu'un malhonnête, c'est quelqu'un qui refuse de reconnaître la réalité. Ce n'est pas une injure, hein? C'est un état d'esprit. Celui qui est malhonnête, c'est celui qui refuse de reconnaître la vérité. Alors, la vérité est que de 2000 à 2010, ça fait 10 ans, mais en réalité, le président Gbagbo a gouverné que 2 ans. 2 ans, c'est-à-dire de 2000 à 2002. De 2000 à 2002, en 2002, il y a eu la guerre. Mais de 2000 à 2002, il y a eu 2 tentatives de coup d'État qui ont échoué. Et en 2002, le coup d'État s'est mué en rébellion où le pays a été divisé en 2. Le président Laurent Gbagbo contrôlait 40% du territoire national. Et les forces rebelles contrôlaient 60% du territoire national. Mais je rappelle et je souligne que en temps de guerre, aucun investisseur ne viendra investir pour des projets dans un État en guerre. En temps de guerre, vous ne verrez jamais la Banque mondiale ou des bailleurs de fonds venir injecter de l'argent dans des projets dans un pays qui est en guerre. Les investisseurs, là, ils investissent pour tirer profit. Donc, en temps de guerre, aucun bailleur de fonds ne viendra investir dans un pays qui est en guerre. Donnez-moi un exemple d'un pays qui est en guerre et qui est sorti de la guerre avec des immeubles, des routes, des autoroutes. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est d'abord le premier élément qui traduit clairement pourquoi Laurent Gbagbo, en 2 ans, n'a pas pu faire quelque chose, ou en 10 ans, n'a pas pu faire quelque chose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, avec les 40% du territoire national qui était contrôlé par le président Laurent Gbagbo, c'est avec les ressources financières de ces 40%-là du territoire national qu'il faisait face aux charges de l'État, en prenant en compte le traitement des rebelles, en prenant en compte le fonctionnement de l'État et en prenant en compte les réalisations des projets de l'extension de l'autoroute, du pont de Jacquesville et puis des travaux qui étaient engagés à Yamoussoukro, sans oublier la réforme de l'armée qui était introduite au Parlement de Côte d'Ivoire. Donc voilà les moyens que le président Laurent Gbagbo disposait pour faire tenir l'État de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les 60% du territoire national qui étaient occupés par les rebelles, qui étaient traités dans les 40% du sud, dans les 60% au nord, nous avons les bois de teck qu'ils ont tout vendu. Moi, je me souviens bien, j'ai fréquenté à Ferké. À l'époque coloniale, des bois de teck avaient été plantés dans tout le nord pour permettre une bonne pluviométrie, pour repousser la sécheresse. Des bois de teck ont été plantés dans toutes les grandes villes du nord. Ils ont vendu tous ces bois de teck aujourd'hui. Il y avait le café, il y avait le cacao, il y avait l'anacade, il y avait l'arachide, toutes les matières premières et les matières minières, les ressources minières qui étaient exploitées dans les zones occupées transitaient par le Burkina Faso pour être vendues au marché mondial, au marché international. Mais ceux qui gouvernaient la partie nord, qui était de 60%, avec toutes ces ressources-là, est-ce qu'ils ont pu construire une route pendant la guerre? Est-ce qu'ils ont pu construire un pont pendant toute la durée de la guerre, malgré qu'ils s'enrichissaient avec toutes les matières premières de l'État? Est-ce que quand on a fini la guerre, quand Laurent Gbagbo a été arrêté et déporté dans ce pays, d'office, le pays s'est réunifié? Mais qui a découvert dans le nord, à la grande surprise des Ivoiriens, qui a découvert dans le nord des autoroutes qui ont été construites sous la rébellion?
Qui a découvert des échangeurs, des ponts qui ont été construits sous la rébellion dans le Grand Nord? Rien. Donc voilà le deuxième aspect. Ceux qui se proclament haut et fort étant des bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils ont bâti avec l'argent de la rébellion dans la zone occupée? Rien. Troisième élément. Le troisième élément qui est, à mon avis, important, c'est... Le troisième élément qui est important, comme je l'ai dit, c'est que le président Laurent Gbagbo a gouverné, comme je l'ai dit, réellement 2 ans, 2000 à 2002. Et de 2002 à 2003, nous étions dans les négociations en allant à Makoussis, Accra, un peu partout. Mais en 2003, le premier ministre qui a été nommé en 2003 était Seydou Iliman Diarra. Il n'est pas issu, il n'est pas issu du FPI. Il n'est pas issu du camp présidentiel de l'époque. Il est issu de la rébellion. Une coalition du PDCI, du RDR et de certains partis politiques. Donc, Seydou Iliman Diarra a été nommé Premier ministre. Le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Le Premier ministre, il est responsable devant le gouvernement. Le Premier ministre conduit les travaux, supervise et encadre les engagements et les travaux du gouvernement. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, c'est lui qui oriente la politique du gouvernement. Le président Laurent Gbagbo ne jouait qu'un rôle figuratif. Lui, il se contentait des affaires présidentielles. Et Seydou Iliman Diarra a formé un gouvernement dans lequel les rebelles détenaient tous les postes ministériels importants. Seydou Iliman Diarra dirigeait un gouvernement dans lequel les rebelles occupaient tous les postes importants. Je prends le ministère des Infrastructures. Ce ministère-là a pour devoir de réaliser les grands travaux de l'État. Ce ministère-là était entre les mains de la rébellion. Le ministère de la Défense était aussi entre les mains de la rébellion. Le ministère de la Communication, qui doit communiquer sur les actions gouvernementales, était aussi entre les mains de la rébellion. Le ministère de l'Agriculture, le poumon de l'économie ivoirienne, le ministère de l'Agriculture, était aussi entre les mains de la rébellion. Donc, le gouvernement Seydou Diarra était dominé par des ministres RDR et de la rébellion et du PDC. Le président Laurent Gbagbo était minoritaire dans ce gouvernement Seydou Diarra. Donc, s'il y avait des réalisations à faire, s'il y avait des travaux à faire, s'il y avait des routes à faire, s'il y avait des ponts à faire, c'était le travail et le rôle du gouvernement Seydou Iliman Diarra, qui était composé par les ministres issus de la rébellion et qui occupaient les grands postes, tous les postes juteux et tous les postes qui entraient dans le cadre du développement. S'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien réalisé, l'échec-là incombe au gouvernement du RDR. L'échec incombe au gouvernement Seydou Diarra. De 2005 à 2007, le nouveau premier ministre qui a succédé à Seydou Diarra était Charles Konan Banny. Lui aussi, il est issu de la rébellion. Il est issu du bloc rebelle. Lui, il a gouverné de 2005 à 2007. Il a fait 2 ans. Et sous son mandat, lui aussi, il est premier ministre, chef du gouvernement, responsable de la conduite des travaux et des chantiers de l'État du gouvernement de Côte d'Ivoire. Sous Banny, en tant que premier ministre, s'il n'y a pas eu de route, de pont, d'échangeurs construits, la faute incombe au premier ministre, chef du gouvernement, et à son gouvernement, dominé majoritairement par les rebelles.
Donc on ne peut pas accuser Laurent Gbagbo de n'avoir rien fait pendant que les premiers ministres de l'époque et les ministres qui occupaient les postes importants étaient issus de la rébellion. On ne peut pas lui incomber ça. On ne peut pas accuser Gbagbo de n'avoir rien fait. Si de 2005 à 2007, le gouvernement a échoué et n'a rien fait, la faute et la responsabilité de l'échec incombe au Premier ministre Charles Konan Banny. La faute et la responsabilité incombe au gouvernement issu de la rébellion, au pouvoir de la rébellion. De 2007 à 2010, le troisième Premier ministre sous la transition était Guillaume Soro, le leader même de la rébellion du MPCI. Mais c'est eux qui occupaient tous les postes, comme tout à l'heure je l'ai souligné. Pour qu'on réalise des infrastructures économiques, c'est du ressort du ministère de l'infrastructure économique. Donc, si ceux-là ont gelé tous les grands projets du pouvoir Gbagbo et que après 10 ans, on ne constate rien comme indice de développement, mais la faute revient aux rebelles. Ce sont les rebelles qui n'ont rien fait pendant les 10 ans. Donc, voilà des éléments que ceux qui ont encore une mémoire peuvent comprendre. Gbagbo Laurent, on ne peut pas l'accuser de n'avoir rien fait pendant les 10 ans. Les 10 ans, c'était sous la responsabilité des rebelles. Les rebelles étaient majoritaires, non seulement la CEI, et je fais un clin d'œil à la CEI pour dire que, au temps de Gbagbo, pendant les 10 ans, la CEI était aux mains des rebelles. Ils avaient le porte-parole là, ils avaient la présidence et ils avaient le secrétariat. Mais Gbagbo a cédé tout ça pour les mettre en confiance parce qu'il ne se doutait de rien. Il savait qu'il était majoritaire et il n'avait aucune crainte à aller à des élections avec une CEI détenue à 90% par les rebelles. Le porte-parole de la CEI de l'époque, c'était Bamba Yakuba. Il est issu de la rébellion. Le président de la CEI de l'époque, que ce soit le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, ou Begré Mambé et Youssou Bakaïko, ils sont tous issus du bloc de la rébellion. Donc, on leur a tous cédé. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas faire la même chose pour mettre l'opposition ivoirienne en confiance? Parce que Gbagbo l'a fait, parce qu'il ne se reprochait rien, et il a tout cédé aux mains du bloc rebelle pour qu'ils organisent les élections et que lui, Gbagbo, il les batte. Pourquoi aujourd'hui ne pas faire la même chose? Si vous pensez que vous êtes majoritaire en Côte d'Ivoire et que vous avez bien travaillé et que les Ivoiriens sont fiers de votre bilan, remettez la CEI entre les mains de l'opposition qui va organiser les élections et vous allez les battre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, nous notons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas la paix et ne veulent pas aller à la paix. Il faut que les Ivoiriens le comprennent, que les Ivoiriens fassent pression sur eux pour qu'ils acceptent la paix. Parce que la paix est le passage pour un développement. Nous avons besoin de paix parce que nous avons souffert pendant 10 ans et nous ne voulons plus souffrir pendant encore 10 autres années. Que le bon Dieu visite nos frères d'en face, mais ils ont besoin aussi d'être rassurés. Je le dis toujours que Gbagbo Laurent n'est pas rancunier. Pour ceux qui le fréquentent, qui le connaissent, Gbagbo n'a jamais été rancunier. Il ne vous fera rien. Vos avoirs, que ce soit licites ou illicites, ne seront pas touchés. Vos avoirs, vos biens ne seront pas touchés. Gbagbo ne vous poursuivra pas devant les tribunaux parce qu'il n'est pas méchant, il n'est pas rancunier. Donc, cédez-lui tranquillement son pouvoir parce que la CPI l'a reconnu en tant que président élu en 2010. Des témoins qui étaient dans le complot contre Gbagbo sont venus le dire ouvertement sur des chaînes de télé partout en Afrique et dans le monde que Gbagbo avait bel et bien gagné les élections. Si des témoins qui étaient dans le noir, qui avaient complété comme Gbagbo, le témoignent aujourd'hui, c'est que Gbagbo avait vraiment bien gagné les élections. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Que le RDR rende à César ce qui est à César. Vous avez fait
5 ans que vous avez demandé. Au-delà de 5 ans, on a aujourd'hui à 15 ans. Rendez le pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est pour ça que je conseille une négociation entre Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections, dont la CPI a reconnu à travers son acquittement. Alors, donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Je voudrais profiter de cette vidéo pour dire merci à la VP Baba Massani de Port-Boué. Merci au fédéral Boliga, fédéral de Port-Boué, parce que hier j'étais à Port-Boué sur invitation de notre Agora dirigé par le camarade Dadi Ambroise dit Robot Guébier pour partager un repas de Pâques, et les deux personnalités, c'est-à-dire Baba Massani et le fédéral Boliga, nous ont offert des cadeaux. Ils m'ont offert des cadeaux, donc il m'est de mon devoir de leur traduire ma gratuité, ma reconnaissance, et leur dire merci pour les gestes qu'ils ont fait à mon égard. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, vive la paix.